Est-ce que la culture est tellement fragile? Est-ce qu'elle est elle-même une matrice de fiction? Je m'explique. L'après-midi, j'enseigne le 3e et le 4e acte du Roi Lear, mettons. Je rentre encore complètement envoûté, car chaque fois qu'on lit le Roi Lear, c'est l'univers, l'abîme de l'univers. Je suis assis là et quelqu'un hurle dans la rue « Aidez-moi ». J'entends, mais je n'écoute pas. Je veux distinguer entre le verbe entendre et le verbe écouter. C'est une énorme distance. Pourquoi est-ce que je ne descends pas aider? C'est que la fiction est effectivement à ce moment-là plus puissante que la réalité. La réalité peut être vulgaire, compliquée, très sale, le cri peut être hystérique, malade, pathologique, tout ce que vous voulez. L'œuvre d'art, l'œuvre imaginaire, prend possession de nous. La musique prend complètement possession de nous. Mais un tableau peut prendre, le Vermeer de Delft de Proust peut prendre complètement. Et on n'entend plus, on ne voit plus la réalité. C'est une hypothèse. C'est peut-être très bête. Peut-être ça ne joue que pour ceux qui ont passé leur vie en tant que lecteurs et spectateurs et musiciens, etc. Mais il est certain qu'une partie du public au grand cycle du pianiste virtuose Guy King, qui jouait du Debussy, immortellement, paraît-il, à Munich, quand passaient les trains avec les gens qui mouraient de soif et qui hurlaient folie pour aller à côté de Munich, au camp de concentration, n'est-ce pas, à quelques kilomètres de la gare. Et personne n'a bougé, bien sûr. Et Guy King n'a pas bougé. Et alors, très naïvement, ça fait bébête, mais je ne peux pas le dire autrement, la musique n'a pas bougé. C'est bébête, mais j'essaie d'exprimer quelque chose auquel je n'arrive pas. La musique aurait dû dire non. Elle n'a pas dit non du tout. Elle était plus belle que jamais. Vous avez écrit beaucoup sur les philosophes, en particulier sur Heidegger, on va peut-être y venir dans 5 minutes, mais je voudrais peut-être au préalable vous demander qu'est-ce qui pour vous, parce que c'est quand même les grands classiques, disons de Homère à Shakespeare et à Dante et aux grands poètes modernes, la littérature ou le récit est resté pour vous quelque chose de plus profond en quelque sorte, sans doute, que le concept. Je voudrais vous demander, ces rapports de la littérature et de la philosophie, qu'est-ce que le récit ou qu'est-ce que le poème apporte que le concept ne peut pas attraper en quelque sorte? Il est probable que la narration soit en nous une pulsion très très profonde, que de raconter une histoire est une activité irremplaçable, que vouloir savoir ce qui va se passer ensuite correspond, j'ose croire, à une structure du cortex, qu'il y a en nous des synapses narratifs, pour dire les choses bêtement. Le concept rencontre la grande littérature. On ne peut pas dire qui est Nietzsche. Nietzsche est un des plus grands écrivains dans l'histoire du lyrisme. Que dit Nietzsche? Il faut danser ma pensée. Il faut danser ma pensée. Il y a parmi les philosophes des géants littéraires. Platon, je place tout à fait à côté de Shakespeare. Les personnages de Platon sont d'une richesse inépuisable, les incidents dans les dialogues. Non, je sépare de moins en moins. Il y a des branches, la logique formelle, bien sûr, où ce n'est pas vrai. Et encore, il y a dans Wittgenstein des phrases de logique pure qui sont des poèmes en miniature. Et il l'a dit. Il a dit, après avoir dicté les recherches, j'aimerais avoir mis tout cela en vers. Il a dit lui-même. Triste tropique, c'est quoi? C'est de l'anthropologie, c'est de la poésie, c'est de la grande littérature, c'est de la philosophie. Abolissons un peu les frontières trop artificielles et posons-nous la question, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme a devant sa propre pensée le sens du miracle, le sens de l'étonnement,
qui est la source à la fois du grand poème et de la grande théorie philosophique. Être étonné, se lever le matin, dire tiens, c'est curieux qu'on soit ici. C'est la grande question leibnizienne, heideggerienne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas rien? Effectivement, bonne question, très bonne question. Et souvent, ce sont les poètes qui répondent, avant même les philosophes. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui, vous qui êtes un grand professeur, à un jeune étudiant en lettres de 17 ans, un classique? Parce que c'est Je lui une des dis, questions. il y a des textes, et c'est assez mystérieux, qui, chaque fois que nous y revenons, sont plus riches qu'avant. Des textes qui changeront pour vous dans votre vie. Des textes pour votre jeunesse, et vous les reprenez à l'âge mûr, vous les reprenez dans la vieillesse, ce n'est pas le même texte. Il y a en vous une sorte de croissance, d'un dialogue, d'un écho intérieur, et il y a certains petits trucs pratiques. Apprendre par cœur. Là, je pourrais remplir des pages de votre magazine. C'est mon dada. Tout le monde a le droit à un dada. Ce qu'on apprend par cœur, la KGB, la CIA, les Gestapo ne peuvent pas vous l'enlever. Vous l'avez en vous. Vous le savez que les poèmes de Mandelstam survivent parce que Nadezhda enseigne un poème toujours à 5 personnes qui l'apprennent par cœur. Et une fois qu'il y a 5 personnes qui connaissent un poème par cœur, toute la KGB ne peut rien faire. Il va survivre. Apprendre par cœur, c'est être dans un dialogue constant avec les grands chefs-d'œuvre. C'est leur parler, c'est de les écouter. Moripil, la psychologie enfantine, quelle profession, qui nous enseigne, oh non, il ne faut pas charger la mémoire des jeunes, oh non, ça pourrait leur fatiguer, prendre leur originalité. Je dois tout au système de lycée français, où on apprenait par cœur, et beaucoup. Et je connais encore maintenant, par cœur, certains textes classiques du grand siècle français, et la joie est constante. Et là, vous emmenez avec vous une sorte de bagage de l'essentiel, et les salauds ne peuvent pas vous le prendre. Et enlever à l'enfant l'ameublement intérieur, si on peut dire, la richesse infinie du par cœur. Et c'est merveilleux, en français, on ne dit pas par cerveau, on dit par cœur. C'est très important. L'allemand ne peut pas le traduire. Auswendig lernen, c'est là-haut.